Bonjour à tout le monde. Pour la 50e de MPCM, c'est aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maëlle. Pendant qu'elle réfléchit aux 3 livres qu'elle va nous proposer, qu'elle m'a remis, que je vais montrer tout à l'heure, je veux juste vous présenter ce livre que je conseille à tout le monde. C'est La guerre de l'information de David Colomb. C'est absolument stupéfiant, j'ai envie de dire. Et vous traversez les guerres d'information que se livrent les États, les institutions, les individus, les services secrets, les services de renseignement. C'est passionnant, très documenté, avec plein de références, et je ne peux que le conseiller à ceux qui aiment la géopolitique. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Maëlle, mais avant de la présenter, et avant de présenter ses livres, à mon habitude, je lui ai réservé une petite définition caustique du dictionnaire du diable de Ambroise Bierce, et c'est sur la mode. Elle est très courte. La mode, c'est un despote dont les impérieuses lubies mènent au ridicule. Quelle est votre réaction par rapport à ça? J'aime beaucoup. Alors, oui, j'entends le despotisme de la mode, puisque on associe souvent la mode à une tendance que l'on doit suivre. Donc, tout suiveur ou suiveuse se soumet à un despote. Et en fait... Et puis la lubie ridicule. La lubie du ridicule, ben, c'est qu'en fait, parce que l'on suit, tout peut être permis, notamment une des choses que je trouve absolument ridicule et que je ne porterai jamais, même si ne jamais dire que de cette eau je ne boirai pas, ce sont les, comment on appelle ça, c'est pas les nu-pieds qui sont ces espèces de pantoufles sandales. Qui ont une bande sur les doigts de pied, enfin, et que la plupart des grandes marques, notamment de luxe, se sont appropriées et qui me semblent alors tout à fait répondre à cette lubie du ridicule. Et c'est parce qu'il y a une marque qu'on va porter et on nous fait porter n'importe quoi et n'importe comment. Alors, vous avez pris 3 livres, vous avez choisi. Le premier, l'auteur on le connaît, le livre pas, puisqu'il s'agit de poèmes de Jacques Chessé, L'os. Pourquoi avoir choisi ces poèmes? Comme L'os. Alors, tout d'abord parce que la poésie est pour moi l'essence de la littérature et que je lis de la poésie. Parce que Jacques Chessé, j'ai eu la chance de le rencontrer, de passer 3 ans de ma vie avec lui en tant qu'élève. Il est devenu mon ami et a même été mon papa pendant ces 3 années. Et que c'est lui qui m'a vraiment dit « vas-y, écris de la poésie ». Alors que mon papa écrivait de la poésie et donc j'avais déjà cette rencontre que j'ai eue toute jeune et qui me semblait une évidence. Mais c'est avec Jacques Chessé que je me suis vraiment essayée et puis qu'il a dit vas-y. Et comme L'os, alors on connaît Jacques Chessé parce qu'il a eu le prix Goncourt en 1973. On connaît moins l'œuvre poétique de Jacques Chessé, bien qu'il ait eu le concours de poésie en 2000, je ne sais plus combien. Donc voilà, c'est un choix et je pense qu'il a, c'est assez surprenant et différent de ce qu'on a l'habitude de coller à Jacques Chessé. Alors le deuxième, c'est un livre à la couverture assez minimaliste de Barbara Köhler, Roulette allemande. Alors pourquoi cette roulette allemande proposée à ceux qui nous écoutent? Parce que ça a été une découverte que j'ai faite lorsque j'étais à Paris, si je ne m'abuse. Je suis vraiment allée chercher de la poésie, des auteurs contemporains, et des autrices contemporaines, et voilà, et d'aller découvrir des plumes. Et j'ai découvert Barbara Köhler, qui écrit avec une extrême simplicité,
et qui donne un résultat assez ébouriffant. Autoportrait. Je me présente oui, allez-y, allez-y. Devant des faits accomplis, le mur dans le dos, pénombre dans la tête, la main entre les cuisses, réclamer le mot, le monde à corps et à cri. Impénétrable, ce que je, à l'occasion, perce à jour, camouflage d'un certain dégoût, d'être transparente. Pour ne pas disparaître, je plonge dans la clandestinité, agent provocateur à la troisième personne. Je est le reflet de mon reflet. Il, elle, ça. Le présent inaccompli comme forme temporelle de toute révolte contre ce qui est dit selon les lois de la grammaire allemande, torturé par le silence, je parle pour ma vie, y mettre mot pour mot, fin mot, risquer sa chemise et sa tête devrait de nouveau être lavée. Ça me ressemble. Alors on comprend pourquoi vous l'avez... C'est magnifique, hein. Je représente donc des roulettes allemandes de Barbara Keller. Et puis le troisième, un livre tout à fait inconnu, un domaine que je ne connais pas non plus. L'une de mes filles est assez fan du Japon notamment. C'est de Pascal V, Ciel changeant, les haïkus du jour et de la nuit. Alors pourquoi les haïkus et puis pourquoi Pascal V? Alors, les haïkus, parce que je les ai découverts sur le tard en 2014 au Bain des Paquis, dans un atelier que j'ai trouvé là par hasard, même s'il n'y a pas de hasard. Je me suis inscrite, enfin, j'y suis allée avec ma fille à l'époque, qui avait 4 ans, et puis ça a été comme une révélation. On était face au ciel et au lac, et on nous a dit, voilà, le haïku, c'est quelque chose d'extrêmement simple, c'est une émotion qui va transcender, c'est un spontané. Et puis on était face à ce lac, il y avait des gros nuages, et on devait écrire quelque chose qui soit extrêmement court. Ce que j'ai fait, et après je suis allée chercher et découvrir ce qu'était le monde des haïkus. Donc bien évidemment, j'ai découvert les grands maîtres japonais, dont Basho, Issa, et bien d'autres, Soseki. Et j'ai découvert cette haïkiste, Pascal V, qui... Attendez, je remonte encore une fois. Vous pouvez nous choisir 3 petits haïkus peut-être. Voilà, haïku du jour et de la nuit. Alors, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que normalement, le haïku, on a un mot de saison qu'on appelle le kigo qui va rythmer ce haïku. Et Pascal V s'est amusé à les rythmer avec le matin, l'après-midi, le soir. Alors, je vais en sélectionner un haïku, pourquoi pas du matin. Bouche de métro, orientant les voyageurs, l'odeur de pisse. Voilà un haïku. Et en général, qui font toujours sourire, hein, donc, et qui sont loin du lyrisme habituel que l'on entend quand on dit poésie. On pense souvent au lyrisme, ce qui fait que les gens en ont toujours un peu peur. Bon, il y en a un l'après-midi, puisqu'on est ici au début de l'après-midi. Voilà, alors, au début de l'après-midi. Donc on en a un, on va citer un des grands maîtres, Ryokan. Sans souci, sur mon oreiller d'herbe, je me suis absentée. Magnifique. Et Pascal, juste sieste d'été pour compagne de rêve, la grosse mouche. Voilà, donc je vous représente Pascal V avec son ciel changeant. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Maëlle, sans nom de famille, pourquoi Parce que j'aime la légèreté et je trouve que le nom de famille alourdit. J'aime pouvoir déployer mes ailes et m'envoler, même si je m'aide énormément du sol, puisque je danse, et comme on sait que la danse, on a besoin du sol. Dans le Maël, c'est pas n'importe quel Maël, parce que on voudrait l'épeler à la française, on va dire, MA, accent, enfin les 2 petits points et 2 LE, et vous l'écrivez, comment vous écrivez votre prénom? Voilà, alors comme j'aime beaucoup l'esthétisme et les choses simples, j'ai fait simple. M minuscule, A-E. Déjà, pourquoi le minuscule et pas le majuscule? Parce qu'on aurait pu inverser les choses. Hein. Tout à fait. Alors, parce que
dans les habitudes, on écrit toujours un nom propre avec une majuscule. Et comme je suis convaincue que pour ouvrir le cœur et s'ouvrir à tous les possibles et cesser d'être des suiveurs, dont le clin d'œil à ce dictionnaire de la mode, il est nécessaire de rencontrer régulièrement des choses qui viennent nous surprendre. J'avais fait une formation, j'en ai fait plusieurs, sur ce qu'en anglais on appelle les unconscious bias, tous ces préjugés, ces a priori que l'on a. Et cette femme qui était une afro-américaine, donc biraciale, qui faisait 300 kilos, mais qui était extrêmement belle et séduisante, nous disait qu'elle avait sur son écran des images qui la surprenaient constamment. Elle nous en avait montré une qui était des femmes soldats américaines qui étaient toutes en train d'allaiter leurs enfants. Donc en tenue de soldate. C'est un haïku en image. Et, tout à fait. On pourrait tout à fait en faire un haïku. Alors, donc, cette volonté d'aller toujours permettre à chaque personne, et moi la première, de ne pas tomber dans ses habitudes, dans le sillon de l'habitude. Donc le M minuscule, et puis ensuite le AE collé en majuscule, parce que je trouve qu'il y a une très belle esthétique et que ça nous vient du latin et qu'on a une tendance avec les réseaux sociaux et l'internet à faire perdre à nos langues leurs particularités, dont le ñ en espagnol, etc. Donc moi j'avais envie de récupérer ce qui nous rend différents, parce que c'est aussi ça la beauté de chaque être humain, dans un monde où en fait tout le monde doit être plus ou moins homogène, on n'a plus le droit d'être extrêmement différent. Et le L majuscule, parce que c'est ce qui faisait sens sur le plan esthétique, c'est ce qui donnait cet équilibre. Est-ce que c'est votre vrai prénom, Maëlle, dans votre passeport que je connais pas bien? Je n'ai pas de vrai prénom parce qu'en fait, l'histoire de mon prénom est un peu compliquée que je ne vais pas dévoiler ici. Je vais dévoiler la petite anecdote de ma naissance. Je suis née sous Franco, encore sous un régime dictatorial. Et puis, mes parents étaient convaincus que j'étais un garçon. J'étais la troisième et donc ils avaient le nom d'un garçon. Ils n'avaient pas le nom de fille. Et il s'est trouvé que quand le gynécologue leur a dit que j'étais une fille, d'abord ils se sont marrés et ils ont dit non, non, on sait que c'est un garçon, donc ha ha ha, vous êtes rigolo. Et puis il leur a fallu un petit moment avant de comprendre que j'étais une fille, ce qui fait que ma mère n'avait pas de prénom et puis elle a choisi un prénom. Mixte. Elle a choisi un prénom basque. Mixte ou pas? Non, mais basque. Basque, donc qui était déjà, et qui a été refusé catégoriquement parce qu'il n'y avait pas de sainte avec ce prénom-là. Et ce qui fait qu'on m'a inscrite avec un autre nom. Vous n'étiez pas en Pays Basque, donc? Je n'étais pas en Pays Basque, non, non, je suis madrilène. Et donc, dès le départ, il y a eu un clash entre moi et l'administration et ce côté à nous mettre dans des boîtes. Ce qui fait qu'ils ont dû choisir un autre prénom finalement qui ne correspondait pas du tout. J'ai fait changer mon prénom, mais qui était un prénom avec lequel je ne me sentais plus du tout. Et j'ai fait une hypnose régressive quantique. Et quelqu'un donc est allé rencontrer mon être éthéré. Et elle a trouvé ce prénom. Ce prénom est venu. Elle a clairement vu que les prénoms qu'on m'avait attribués n'étaient pas les prénoms. Alors, pour cette 50e, je vais poser une question qui n'est pas dans le domaine de l'édition, dans lequel on viendra. C'est vraiment une question à l'extérieur de ce domaine-là. Celui qui nous écoute va comprendre le pourquoi, mais c'est quoi pour vous la haute couture? C'est le sur-mesure. C'est le travail de précision, c'est de la haute horlogerie suisse. C'est le fait main, c'est le fait avec amour, c'est le travail c'est une création. C'est de la poésie, c'est le choix des étoffes, c'est la rencontre entre un corps et une étoffe. C'est un monde absolument d'imaginaire, mais où tout est possible et qui vraiment remet en valeur tous les corps. Et puis alors, la question qui suit, presque naturelle, de nouveau, avant de venir à l'édition, pour vous, Maëlle, c'est quoi un beau livre? Pour moi, un beau livre est un livre qu'on ne va jamais ranger dans une étagère. C'est un livre qui va voyager. C'est un livre qui, par son esthétisme, sa forme, le choix des papiers,
le choix des illustrations devient un objet du quotidien. Quand on dit beau livre, je fais abstraction des beaux livres, par exemple l'automobile, les montres, ces grands livres, etc. Mais on a tendance à dire, voilà, un beau livre, c'est la couverture qu'a choisie pour sa collection blanche Gallimard, et à l'intérieur, il y aura automatiquement des mots qui auront été pesés, mesurés, qui auront traversé des comités de rédaction, des correcteurs, correctrices, etc. Comme l'expliquait encore hier soir à la ferme asile une Valaisanne qui est publiée chez Gallimard, Céline Zuffré, je vous conseille son livre Nitrate. Est-ce que ça peut rentrer pour vous dans les beaux livres, ou c'est tout à fait autre chose dans la notion? Parce qu'on aura beaucoup de gens qui diront « Ah non, une pipe, c'est quand même un beau livre ». Et disons, je prends la collection Gallimard parce qu'on sait qu'il y a des grands auteurs, etc. Alors pour moi, non, ça n'est pas un beau livre. Ce qui fait le beau livre, c'est toute l'histoire qu'il y a derrière. Et c'est la mise en valeur des corps de métier, comme dans la haute couture. C'est vraiment aller découvrir ce qu'est une reliure suisse, le coudre avec du fil rouge, chercher une illustration qui a toute une aventure derrière. C'est aller se perdre comme on se perd dans les étoffes, dans les papiers, c'est les sentir, c'est les toucher, c'est décider d'une dimension, d'un livre, d'une taille. C'est travailler avec un graphiste qui rend le texte encore plus fou parce qu'il y apporte sa touche esthétique. Est-ce que vous ne pensez pas que ce discours, aujourd'hui, c'est un discours d'arrière-garde quand on voit tout ce qui se passe? En gros, est-ce qu'il y a un risque de disparition du livre, que nous deux, on aime passionnément, etc. Voilà. Alors non, justement pas. Et j'adore que vous me mettiez à l'arrière-garde parce que moi qui suis toujours mise dans la boîte de l'avant-garde et de la visionnaire, oui, je pense que je reviens sur les pas, mais en même temps, tous ces livres incroyables, ces incunables, ils vont encore perdurer. Alors que tout ce qu'il y a sur l'Internet, on ne sait pas. Votre truc, c'est pas la liseuse et c'est pas Internet. Alors, j'ai une liseuse et je lis. C'est une trahison, ça, non? Alors, c'est... oui et non, c'était comment il s'appelait? C'était Mounin qui avait dit de la traduction Les Belles Infidèles. C'est un des livres de Georges Mounin, si je ne m'abuse. Alors oui, moi, si je dois me mettre des étiquettes, belle infidèle, ça me plaît assez. Et je pense je pense qu'il est nécessaire d'être infidèle, alors que je suis une fidèle depuis toujours dans tout ce que je fais, dans mes amitiés. Oui. Alors maintenant, je fais un petit saut. Pardon. Et donc, je suis convaincue que le livre va persister, mais pas dans des livres quelconques. Et c'est là le grand danger, c'est qu'on nous vend des livres chers qui n'ont aucune recherche. Et moi, face à ça, qui suis en appartement et qui adore lire, eh ben, je fais des choix de liseuse pour certains livres qui me semblent... banaux. Voilà, tout à fait, sans intérêt, cette banalité. Un livre banal est vraiment, pour moi, sans intérêt. Il occupe une place. Voilà. Et puis alors maintenant, on va parler un peu plus concret. Pourquoi à 3? Peut-être vous allez expliquer pourquoi je vous pose cette question. Non, voilà, oui. Alors, peut-être c'est déjà encore. Pourquoi à 3? Parce que pas à 4. Ouais. Et c'est vraiment parce que pas à 4. C'est-à-dire, le projet est né. Alors, il germait en moi. Juste peut-être expliquer à ceux qui nous écoutent pourquoi je vous pose cette question. Comme ça, vous. D'accord. Alors, et pourquoi à 3? J'aime jouer avec les mots. Mais pour pousser encore plus loin, j'avais envie de donner un coup de pied à la tour de Babel. De temps en temps, ça fait du bien. Et je me suis dit, A3 est un nom que j'ai choisi pour la maison d'édition de haute édition et qui... le nom de la maison d'édition, c'est A3 haute édition. Mais donc A3 qui est vraiment ce qui peut rester, hein, on n'a pas besoin de toujours répéter le haute édition, c'est un mot passe-partout. En fait, il n'a pas de code, il est déchiffrable dans toutes les langues, il n'impose aucune... Est-ce qu'il correspond au format?
de l'édition ou Alors, bien pas? oui, si on pense au format généreux A3. D'accord. C'est ce format-là. Mais donc, c'est un format plus que physique, il serait voilà, dans le cœur. C'est un format de cœur. D'accord. Et puis, j'ai parlé de la haute couture parce qu'il y a quand même derrière la nomination de votre maison d'édition, haute édition. Haute édition, donc, dans l'esprit de celui qui prend connaissance, on va dire, de la marque, la raison sociale, etc., on se dit qu'il y a une prétention à faire de l'édition autrement, mais d'une qualité supérieure. Alors, en quoi il n'y a absolument aucune ressemblance possible avec ces honorables maisons d'édition qui, par exemple, éditent ces livres que vous aimez? Alors, là, je ne parle pas encore du concept, je parle du travail. Alors, j'aime le haute parce que moi, ça me fait penser à haute vibration. Et je pense que si on vibre haut, ou on keep flying high, comme on dit en anglais, on peut tout atteindre en fait. Donc déjà haute, pas forcément toujours dans le sens du haut de gamme, même si également, mais voilà, un clin d'œil. Deuxième clin d'œil, haute édition n'existait pas. Alors, je me suis dit, bah, c'est une occasion de l'inventer. Et puis la différence entre ce que je fais, alors je ne sais pas si je veux me positionner et puis que c'est une volonté d'être différente, puis d'aller chercher la différence, c'est surtout une volonté d'aller faire ce qui me parle et puis de faire des objets qui sont... Singuliers quand même. Voilà, singuliers certainement, mais qui font partie d'une histoire. Et en fait, l'objet ne peut pas être détaché de l'histoire. Donc la forme et le fond, on va dire. Voilà. Et puis en plus, comme je disais, j'ai envie de rendre le livre nomade, donc pour qu'il le soit et qu'il occupe des espaces autres que les librairies ou les festivals ou les salons littéraires ou les bibliothèques. Il faut que ça devienne un livre plus objet. Alors justement, il y a le contenu parce que il y a un concept, on va dire, derrière ce livre-là, enfin ces capsules. Peut-être juste expliquer à ceux qui vont découvrir le concept de ces capsules qu'on peut découvrir sur le site de la 3 Haute Édition. Alors, la meilleure manière... Ah, voilà. C'est de montrer un des petits livres. Alors, je vais le faire, voilà. Voilà. Donc, d'abord, pour l'ouvrir, attendez, hop. Est-ce qu'on arrive? On va y arriver. Donc, voilà la reliure suisse. Ça, c'est une reliure suisse, cousue, on voit bien. Voilà, cousue au fil rouge. Voilà. Hein, le jeu. Alors, après, il y a le jeu des couleurs. J'ai découvert que tout ce que j'écrivais, après, il y a toujours le cœur. Moi, j'adore les cœurs. Dans tous les livres? Alors non, ça, c'en est un, parce qu'il est né près de la Saint-Valentin, en fait. On vient de le sortir. Il y a, par exemple, du rouge et du noir. C'est imprimé en rouge et noir. Mais pas parce qu'il y a un choix esthétique, c'est parce que nous sommes deux plumes et qu'au final, je me suis dit, ah, mais et si je faisais que pour reconnaître chaque plume, même si on peut les reconnaître assez facilement, on s'amusait à jouer avec ça. Il y a OL Visual Communication qui est le graphiste qui fait les informations techniques. Là, on a une plume. Donc, en fait, tout est une recherche. On a une couverture, voilà. Maintenant, ce format-là, il restera unique ou vous pourriez développer d'autres formats? Alors, je ne vais faire que ça. Développer d'autres formats. D'accord, ok. C'est-à-dire, là, on est dans la collection ligne. Alors, il se peut, je ne sais pas encore si la collection ligne sera toujours dans ce format. Je ne sais pas. Ça, c'est les choses qui viennent au fur et à mesure. Là, c'est une illustration donc, de Fanny Stelline, qui est une artiste peintre de Vevey. Sur Facebook notamment, il y a des photographies avec votre chapeau qui traverse la toile. Le lecteur pourra aller... on est quelque chose de très approchant quand même. Oui, alors en fait, hier, les gens me disaient « Ah, tu as toujours des tenues incroyables ». J'ai dit « Cette fois-ci, ma designer, j'avais une fashion designer, c'était Fanny Stelline, donc une artiste peintre est devenue la personne qui a suivi un peu notre envie avec Olivier Rigaud, parce que c'est donc un livre à deux plumes, Olivier Rigaud et moi-même qui l'écrivons. Et c'est lui qui a dit « Ah, mais j'aimerais quelque chose de rouge et un chapeau ». Donc en fait, voilà, moi je laisse que chaque personne intervienne, là où normalement, peut-être que ce n'est pas une experte.
Et donc, elle est arrivée avec cette magnifique couverture. Et je me suis dit, bah, quoi de mieux sur fond art déco d'amener un chapeau, puisque j'en ai, et puis de me prêter à devenir l'éditrice. L'importance de l'habillement sur le plan interne et puis sur le plan externe, pour vous, c'est quoi? Parce que avant de venir ici, on m'a dit, ah mais tu vas découvrir, elle va venir avec un look extraordinaire. Là, c'est un look sobre, on va dire, voilà. Par rapport à d'autres photos que j'ai vues. Mais c'est l'extraordinaire aussi. L'extraordinaire, c'est de pouvoir aujourd'hui revenir avec quelque chose de relativement classique. Classique, on va dire, voilà. Mais c'est ça aussi l'extraordinaire, c'est-à-dire vous vous attendiez à... Ah non, je m'attendais à rien du tout. Non. En fait, c'est ça qui, enfin, sur lequel j'aime m'amuser. Alors, pour moi, le vêtement, c'est un autre support poétique. C'est de la poésie, comme la danse. Donc, pour moi, l'expression sous toutes ses formes est ce qui donne sens à ma vie. Donc, il y a le langage, il y a le corps et il y a les vêtements qu'on porte. Vous avez fait le lancement, on va dire, de cette plaquette dans une tenue qui est similaire. C'est pas un hasard non plus, c'est penser l'ensemble quand même. Alors non, parce que vraiment, cette volonté, cette idée vient d'Olivier Rigaud. Il voulait quelque chose, une femme. Oui, mais vous étiez dans cette tenue lorsque... Alors, hier, j'étais dans cette tenue, mais le livre est né il y a maintenant, en tout cas la couverture, on l'a depuis environ 5 mois. Donc, ça n'est pas moi qui l'ai créé, c'est Olivier Rigaud et Fanny avec qui j'ai laissé, puis moi je disais, ah bah oui, une super idée, puis ils me disaient, on pourrait mettre du rouge, alors les lèvres, après j'ai dit, on pourrait mettre les chaussures. Donc chaque personne, les lunettes, vous découvrirez pourquoi les lunettes dans le livre. Donc en fait, autant Olivier Rigaud que Fanny se sont prêtés à créer ce personnage. Moi, je les ai suivis. Et hier, il s'est trouvé que j'ai dit, ok, je la mets en scène. Et puis on m'a dit, mais je ne sais pas si mon information est incorrecte ou pas, que l'idée qu'il y avait également derrière ces capsules, quand on est dans la haute édition, c'est de pouvoir s'allier avec des hautes marques. Tout à fait. Et des hautes plumes, en fait. Et des hautes plumes. Donc, ici, on est dans la collection en ligne, mais il existe une collection capsule qui sera le prochain livre qui sortira. Ah donc, collection ligne, c'est en mettre en parallèle la capsule. Voilà, qui est une autre collection, en fait. Il y a différentes collections. Et la collection capsule, c'est le clin d'œil à la mode, c'est de travailler avec des plumes d'une certaine renommée. Est-ce que les plumes, elles viennent de Nespresso, bien? Alors... Les plumes sont des plumes helvètes et notamment romandes. Et d'ailleurs, j'essaye de travailler autant que peut se faire avec le graphiste et roman, Fanny également, Olivier, moi-même. Il n'y a que le papier qui est un papier italien. On a Federico. La réaction de l'auteur ici, lorsqu'il voit ce produit qui est quand même différent d'un livre ordinaire, peut-être il y a une marque de fierté supplémentaire ou bien pas? Alors, pour l'auteur des mots, je parle que de l'auteur des mots. Voilà, moi en tant qu'autrice, j'ai sauté de joie, j'étais toute émue de voir le livre et quand j'ai vu ce tout petit livre bijou, j'étais, d'ailleurs je crois que c'est sur l'Instagram de A3, Haute Édition, Patou était là qui est mon photographe. Et également mon compagnon d'expérimentation poétique et de jam poétique et il a filmé, donc on a même ce moment, mais alors j'étais vraiment très émue quand j'ai vu le livre et que j'ai vu que tout ce que j'avais rêvé au fond, parce que je vis de rêve et d'eau fraîche. Est-ce que je recevais il n'y a pas longtemps un jeune valaisan qui a créé une petite maison de poésie et je lui ai posé cette question, est-ce que c'est pas de la folie, notamment économique, que de se vouloir éditeur, éditrice de poésie ou de livres différents, disons, on va dire ça comme ça. Alors si c'est de la folie, sûrement, mais sans folie, qu'est-ce que la vie serait ennuyeuse pour moi en tout cas, donc oui. D'ailleurs, je pense que j'ai toujours été très borderline, donc qu'est-ce que c'est que la normalité et la folie? Je pense que je suis plus proche de la folie que de la normalité, donc déjà chez moi, c'est quelque chose que j'apprends à accepter chez moi et à accueillir. Je pense c'est un petit peu ce côté... D'ailleurs, je me fais traiter, hein. Soyez rassurés. Mais vous sentez de temps en temps une sorte de rejet de ce que vous pourriez représenter aux yeux de celui qui vous regarde ou qui tente d'entrer
en contact avec quelqu'un qui a des domaines de prédilection, disons, différents. Alors oui, je pense que... Subtilement différents, j'ai envie de dire. Voilà, et plus que rejet, je dirais projection. C'est-à-dire Bah, que évidemment, le rejet, c'est une projection. C'est ce à quoi je fais allusion. Mais c'est une projection de soi-même. Donc en fait, c'est ce que les gens... Mais c'est l'effet. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est l'effet de cette projection voilà. sur la personne que vous êtes. Vous avez intégré ça complètement. On en parlait hier. Après, on a fait un after. Hier soir, on était avec Christophe, Sandrine, Jean-Charles, Roberto et moi-même. On est allé manger, on a terminé à 1h du matin et il y a eu cette... alors, moi, je l'ai plus subi qu'autre chose et je pense que c'est ce qui amène à une certaine folie. C'est le sens de ma question un peu aussi. Oui, oui, donc on le subit. J'ai failli rester il y a 1 année et 8 mois, donc j'ai fait un stress énorme, burn-out, parce que j'avais besoin de plaire en fait pour... ne plus être rejeté, parce que c'est, voilà, quand on est hypersensible, etc., et qu'on a voilà, toutes ces 1000 facettes que l'on appelle folie à certains niveaux, c'est très difficile de gérer ça. Et vous comprenez la réaction, oui, vous avez utilisé le mot rejet, qui peut venir d'autrui. Est-ce que maintenant vous avez une armure ou bien... Alors non, l'armure je l'ai mise avant en fait. Et je me suis rendu compte que c'était lourd à porter et que ça servait à rien du tout. Donc en fait, j'ai enlevé l'armure déjà depuis pas mal d'années. Donc j'ai montré ma vulnérabilité. Voilà, mais alors ça, je l'ai appris après ma presque mort. Hein. Donc il a fallu que je flirte avec la mort, encore une de ces expériences, pour que j'arrive à l'intégrer. Parce qu'en fait, ce qui passe par le mental, tant qu'on ne l'a pas digéré dans nos profondeurs, ça ne sert à rien. On me le disait, mais moi, ça me servait à... Je n'arrivais pas. Alors là, on s'écarte un peu de la question, je reviens. L'économie dans la presse, dans l'édition, etc., c'est quand même une grande question. Comment vous gérez cet aspect-là? Est-ce qu'on peut dire que finalement, c'est une passion comme celui qui ferait du golf, finalement, ou bien pas? Oui, mais ou bien ça veut avoir pour objectif de pouvoir... avoir une certaine rentabilité. Alors, il y a des mécènes. C'est un gros mot peut-être. Alors, il y a des mécènes, et je remercie d'ailleurs les mécènes qui sont présents. Donc, il y a déjà ce précieux soutien. Il y a, pour moi, l'argent est une énergie, donc il y a vraiment un échange. Et puis, pour l'instant, il cartonne. Enfin, ce livre est en train de cartonner. On a fait 2 séances de dédicace. Hier, on n'en pouvait plus. Olivier et moi, on n'a pas arrêté. Est-ce que lui, par exemple, il est surpris? Alors, je pense que oui. Il faudrait lui demander, mais je pense qu'Olivier, tu me diras si je me trompe, hein, je pense qu'il ne s'attendait pas déjà à ce que nos séances de dédicace amènent autant de monde et que les gens soient aussi friands du livre. Est-ce que le vrai qui se dégage de votre personne par rapport à votre âme, à ce que vous êtes, ça peut créer cette sorte de production de la vérité à l'extérieur vers l'autre, et que du rejet, ça peut se transformer en une sorte de formidable adhésion. Oui, parce que c'est l'alchimie en fait, et le rejet n'est au fond qu'un début de chemin vers l'acceptation. Donc totalement, et c'est vrai que je pense que ma personnalité et ce que je le fais qu'avec le cœur en fait. Et je suis convaincue que si je peux apporter quelque chose à cette société, et que ce soit par la poésie et des moments festifs comme hier soir, avec la qualité humaine qu'il y a, avec 2 galeristes, Argentarius et Patrick Gutknecht, qui n'est pas facile à prononcer, excusez-moi, qui nous reçoivent en vieille ville de Genève et qui nous prêtent des lieux magiques pour faire ça, et ben ça veut dire que moi je crois encore en l'humanité, que je pense qu'on est dans une période magnifique et qu'on n'a qu'à ouvrir le cœur et à se dire que tout est possible. Oui. Alors dans un autre registre, hier soir j'entendais donc Céline Zuffray qui pousse son livre Nitrate à rencontrer des collectionneurs, tous différents et collectionnés pour des motifs différents, etc. Et elle a su capter leur passion et la transmettre par c'est un personnage qui s'appelle Constance dans son livre, qui a une quête. Et finalement, cette quête-là fait que on peut rencontrer un auteur, on peut rencontrer une personne de manière, on va dire,
qui peut nous surprendre, oui, pour reprendre la tête, qui peut nous surprendre. A priori, on se dit non, on n'a rien à faire avec elle, et si on se laisse un tout petit peu, disons, être présent sur l'instant, on se dit non, elle m'a apporté quelque chose que je ne croyais pas pouvoir recevoir. Alors, alors vraiment, moi ça me touche énormément parce que je pense que j'ai eu la chance de rencontrer certains auteurs. Et d'ailleurs, la capsule, c'est avec Laure Méhune-Crozet, Olivia Guérig, Olivier Chapuis, qui sont des personnes dont j'adore la plume, et qui sont des personnes qui m'apportent, qui m'ont apporté, qui m'apportent, que je suis, que je découvre, et qui m'ouvrent des possibles. Et je pense que tous les auteurs, je parlais de Jacques Chessé, on les découvre, on découvre leurs plumes différemment quand on arrive un peu à sonder le cœur, en fait, ou l'âme des personnes. J'aime bien demander aux gens qui ont une passion à un âge qui n'est pas celui de la petite enfance, si cette petite enfance ou l'adolescence les a dirigés maintenant avec un regard rétrospectif sur ce qu'ils sont aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est pour Maëlle? Alors, j'ai un souvenir très vague de ma petite enfance, quasiment rien de mon enfance. Alors j'étais tellement mal dans ma peau, c'était tellement difficile pour moi d'être qui j'étais, que ma naissance, je l'ai dansée parce que je suis née avec le cordon ombilical autour du cou, finalement je suis née par césarienne, et je danse depuis toujours, et je pense que oui, que les misères, et j'en veux pas du tout à mes parents, parce que c'est des êtres qui ont fait de leur mieux et qui m'ont aimé et que j'aime. Mais je me suis toujours demandé qu'est-ce que je faisais dans ma famille. J'ai toujours l'impression que je n'étais pas de ce monde-là. Ma question, c'est qu'est-ce que fait le livre aujourd'hui dans votre vie? Voilà. Mais par rapport à l'enfance, le fait de vivre une telle enfance ouvre des possibles, et que parler est devenu la première chose. Je me suis créé un personnage à qui je parlais, et ensuite j'ai commencé à l'écrire. Donc oui, le fait de se sentir seul et isolé et incompris fait qu'on utilise des moyens, et que donc, en tout cas, l'écriture plus que le livre fait sens. Est-ce que pendant l'adolescence, vous écriviez, vous lisiez beaucoup? Oui, oui, énormément. Les deux? Les deux, énormément, énormément. Vous avez gardé tout ça, ou bien est-ce que tous ces écrits ou Alors, pas tout gardé, mais j'ai commencé à écrire de la poésie plus concrètement donc à l'adolescence avec une autre amie, et c'était Jacques Chessé qui nous avait invités dans un exercice, et j'ai gardé des textes. Elle est décédée jeune, j'en ai enterré quand vous un. les relisez aujourd'hui, c'est quoi votre regard? Eh ben, je me dis, est-ce qu'un jour je les publierai? Je ne sais pas, mais je n'ai pas de regard dur avec ce que j'écris, et je trouve qu'il faut... Moi, je ne serais pas une bonne critique, et je ne comprends pas la critique, même constructive. J'ai de la peine. Il y a des gens, des fois, qui m'envoient des textes et qui me demandent ce que j'en pense. Je leur dis, il ne faut pas me demander à moi, j'ai rien à... Enfin, je peux vous dire, ça me touche, ça ne me touche pas. Un spécialiste de l'esthétique qui a fait les plus hautes études en France dans l'esthétisme, etc., il me disait, mais finalement, on arrive à quoi? Et il connaissait tous les peintres. Il disait, mais quand tu es devant un tableau, tu dois te poser une seule question. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu aimes ou bien pas? Et puis point à la ligne. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes mes connaissances, des perspectives, des trucs. Tu te dis, ton premier jet, est-ce qu'il est vers le tableau ou pas? Voilà, tout à fait. C'est la même chose pour la danse, et c'est la même chose pour l'écriture. Et je pense qu'il y a des choses de très haute qualité, il y a des choses de très basse qualité, puisqu'il faut de tout. Et qu'il y a je pense, des plumes qui vont perdurer, et d'autres qu'on va oublier, mais c'est le propre de la vie, et qu'importe. Et puis, projet au niveau de A3, haute édition, dans le futur rapproché, on va dire, il y a des marques déjà certaines, ou bien ça frétille sans réalisation certaine, on va dire? Alors, on a la collection Capsule qui va sortir. Donc là, on a une autre collection qui s'appelle Glam & Gloss, toujours des clins d'œil à la mode, avec une collaboration avec une artiste peintre, Gaëlle Meau, la préface de Sandrine Bourgeois, la présidente du Festival du Lac. Et Gaëlle, à l'époque, m'avait demandé d'écrire des haïkus pour accompagner ses peintures. Elle peint le lac, elle a une palette minimaliste,
mais c'est très beau et c'est très silencieux et moi ça me rappelle, enfin c'est le monde des haïkus. Puisque vous faites allusion à ça, je recommande à tout le monde d'aller à ce festival, c'est un merveilleux petit endroit. Tout à fait. Et vous aurez, je crois que c'est Pierre Assouline qui préside là, et puis il y a plein d'auteurs, etc. Et puis l'endroit est vraiment le magnifique. 8 et le 9 juin, réservez les dates. Le 8 et le 9 juin, c'est à... Donc ce sera à Colonie. Voilà. C'est le festival du lac à Collonges, Belle-Rive, mais on est à côté de Colonie. Enfin, vous aurez de toute façon tous les détails, et puis l'Instagram du Festival des Lacs qui commence déjà à annoncer, et puis qui a déjà sa 3e édition et qui a un énorme succès. Tout le monde a envie d'y être maintenant. Et le projet, à part ça, un projet un peu plus... Alors oui, j'en ai un. J'ai de la peine à divulguer les choses. On va dire que... j'ai senti le besoin d'aller contacter des plumes féminines, des poétesses, pour leur demander d'écrire quelque chose. Alors j'ai utilisé le mot engagé au départ, et puis après je me suis dit, je ne sais pas si c'est le mot qui est propre, parce que engagé c'est souvent politique, enfin, etc. Puis moi je ne suis pas forcément intéressée par les engagé, ça peut être par rapport à des histoires de vie qui entraînent un mouvement, et si... l'auteur, l'écrivain, il est inscrit dans cette chose-là, il va automatiquement, puisqu'on sait, on n'écrit que sur soi-même finalement. Au fond, oui. On essaye de traduire notre intimité dans un universel qui peut-être va être compris ou accepté ou aimé ou haï ou j'en sais pas. Voilà, je ne sais pas si dans un universel, c'est beau ce que vous dites, pour moi ça reste beaucoup plus simple. J'ai vraiment... Pour moi, je suis plus un canal. Il y a un moment où, quand je peux me poser, méditer, alors le haïku est une méditation contemplative mais active, et l'écriture de la poésie, j'ai toujours l'impression d'être un canal et que les choses viennent. D'ailleurs, c'est comme ça que s'est fait ce livre, hein. C'est pas de deux, l'éditrice, mais au fond, tout ce que me donnait Olivier comme nourriture, comme langage, comme scénario, parce qu'il fait des descriptions très précises, et très belle, moi j'apportais ma touche un peu plus dynamique, un peu plus éclatée, et pour moi écrire c'est ça, mais on a dévié, mais enfin j'ai une capacité de dévier, c'est le but, on avait toutes les digressions possibles et imaginables. C'est pour ça, c'est le but. Je parlais des plumes féminines que je voulais inviter à être engagées. Ensuite, je leur ai dit, il y a un mot en espagnol qui me parle beaucoup, parce que je suis espagnole, qui est desmelenarse. La melena, c'est les cheveux aussi. Et donc, je me suis dit ébouriffant, qui est un mot qu'on n'utilise pas très souvent. Mais je disais, voilà, quelque chose qui, comme disait Kafka, hein, il faut que ce soit quelque chose de percutant aussi. Et moi, j'aime bien provoquer, mais pas de manière gratuite. J'aime aller... mettre le doigt là où on n'a pas envie d'aller, ce qui fait que certaines personnes me remercient, puis d'autres n'ont plus envie de me parler, et chacune a le droit, et je trouve que c'est ça aussi qui est beau dans les relations humaines. Et donc, en faisant ça, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas le faire si je n'invitais pas le pendant du yin et du yang, puisque j'ai vécu en Chine assez longtemps pour quand même m'imprégner de la complémentarité de ces dichotomies qui existent, de ces dualités qui sont la beauté, je pense, de cette expérience incarnée ici. Et je me suis dit, qu'est-ce que les hommes, à cette époque, auraient aussi envie de dire? Et vraiment quelque chose qui soit, mais sans censure, aller jusqu'au bout, du bout, du bout, du bout, et chaque personne avec sa plume. Alors, j'ai mentionné, parce que c'est une de mes références, le Marquis de Sade, et bien évidemment, c'est parti un peu, voilà, je ne vais pas dire le mot, mais c'est parti dans tous les sens, ou en cacahuète, parce que, voilà, c'est tout de suite l'éveil de ce qu'est le Marquis de Sade, et j'ai trouvé de nouveau, comment est-ce qu'on nous a formaté parfois sur certaines choses. Alors moi, j'ai eu la chance que ce soit Jacques Chessé qui m'introduise le Marquis de Sade, donc déjà... c'est la voie royale de Malraux, et vraiment dans tous les sens du terme, et dans cette réalité de la condition humaine et cette volonté du Marquis de Sade
d'aller provoquer, d'aller faire réfléchir dans une époque où en fait qui était beaucoup plus libertine et libre que la nôtre. Là, alors je conseille à tout le monde de lire le séminaire 7 de Jacques Lacan, Éthique de la psychanalyse, où vous verrez autrement, je pense, le marquis de Sade, après avoir lu ce livre, comme vous verrez différemment Antigone, après avoir parcouru ce séminaire absolument passionnant. J'ai l'habitude, un peu à la fin d'un entretien, de ramener à une question, on va dire, d'actualité. Et puis celle qui me vient à l'esprit, là, même si on va dire elle est sociétale, elle n'est pas politique. Je vais prendre l'événement qui s'est produit à Yverdon, avec cet Iranien qui a essayé de séquestrer des gens dans un train, dans un wagon, avec une hache et une poignard ou je ne sais pas quoi, et qui finalement a été abattu par les forces de police tout récemment, là. Vous n'avez pas connaissance? Alors, je ne lis pas les journaux, je n'ai pas de télé, je n'écoute pas les nouvelles. C'est une volonté, c'est un acte délibéré. C'est un acte délibéré. Pas de télé? Pas de télé, mais j'ai quasiment jamais eu de télé. Les journaux, je me suis toujours forcée, mais donc ça fait 20 ans que je ne lis pas un journal. Les radios, donc en fait, non, je n'écoute. L'actualité ne m'intéresse pas parce qu'elle est déjà présentée sous un filtre et qui en général est un filtre un peu sensationnaliste. Bon, alors là je suis tombé à... Permettez. Oui, donc, bah là, voilà, on est à point nommé, Ouais, mais c'est très bien, je suis ravie. Alors qu'est-ce que j'en pense en fait? Parce que vous non mais en fait, alors là je vais tourner un tout petit peu. Vous êtes aussi inscrite dans une société, vous allez dans des cafés, dans des restaurants, etc. Et puis on parle de tout et de n'importe quoi. Et souvent ce qui revient d'un film ou d'une télé ou d'une radio ou de journaux, ça peut faire l'objet de... Est-ce que de temps en temps vous vous sentez perdu ou... Alors pas du tout. Alors j'ai eu la chance de vivre dans 2 dictatures, une d'extrême droite, une d'extrême gauche. L'Espagne et la Chine. D'accord. Et je suis allée les chercher, enfin la première je ne sais pas, mais je pense que si, parce que pour moi quand on se réincarne on choisit, donc j'ai choisi les 2. J'ai une curiosité pour comprendre les choses, mais il faut que ça aille vite. Donc par exemple quand je suis arrivée en Chine, je me suis centrée sur les finances et l'économie. J'avais besoin de comprendre comment ça fonctionnait pour comprendre ce pays à ce moment-là, qui était au début des années 90. Et comme j'ai un esprit qui va très vite, et qui court-circuite plein de choses, hein, c'est des spécificités. J'ai cette nourriture-là, et donc quand on me parle d'une anecdote, alors je suis toujours en train de dire « Ah quoi, qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc j'ai plusieurs voix qui viennent me raconter ce qui se passe et qui me permettent d'être là, parce qu'en fait on va faire toujours référence à nos connaissances. Donc on va parler de telles choses politiques parce qu'on connaît toute une histoire de la politique, et en général j'ai des connaissances. Vous avez indiqué tout à l'heure votre on va dire affinité féministe, on va dire ça comme ça. Enfin, vous faites venir des femmes un tout petit peu. C'est quoi votre regard sur ce qui se passe en Iran, par exemple? Alors, vous êtes complètement déconnecté avec ces femmes qui essayent de dire qu'elles voudraient avoir une autre vie que celle que leur propose le gouvernement actuel? Alors, le fait de ne pas m'intéresser à quelque chose ne veut pas dire que je me déconnecte d'une cause. C'est la première chose. La deuxième... Est-ce que cette cause-là, elle vous parle? Alors, j'ai besoin de connaître mieux les tenants et aboutissants, et je ne connais pas assez bien l'histoire de l'Iran pour dire quoi que ce soit. Donc mais bien évidemment que si une femme veut revendiquer son droit à pouvoir marcher dans la rue seule, cela me semble, ou sans voile, ou même avec voile, mais je veux dire déjà seule, hein, parce que je ne suis pas sûre qu'elle puisse, cela me semble une évidence que je vais, en tout cas avec tout mon cœur, aller poser des choses pour que le cœur de l'homme s'ouvre. Mais encore une fois, le fait d'avoir vécu dans différents, et notamment sous un régime communiste, j'ai découvert que l'Occident était extrêmement machiste quand j'étais en Chine, parce qu'il y avait vraiment cette égalité homme-femme qui était assez surprenante. En même temps, pourquoi j'ai voulu faire appel à ces voix d'hommes? Parce que je pense qu'actuellement, les hommes sont aussi muselés. En fait, il n'y a pas de situation parfaite. Je suis allée voir Barbie pour parler de... j'ai pas compris. Alors moi, je veux dire tout de suite, on est allé voir avec ma fille, on était à Londres.
Je ne comprends pas cet engouement. Pour moi, Barbie, déjà, j'ai joué à la Barbie, c'était un truc qui m'imposait une beauté à laquelle je n'appartenais pas parce que je n'ai pas de poitrine, je ne suis pas blonde et je ne fais pas 1m80. Donc, bien évidemment, pour moi, c'était ok, donc être femme, c'est ça. Donc, moi, je suis le vilain petit canard. Donc, je suis allée dans la vie comme vilain petit canard. Alors, ni mieux ni moins bien que celles qui se sentent Barbie, enfin, j'en sais rien. Mais pour moi, qu'on vienne maintenant essayer de me vendre que Barbie, c'est l'émancipation de la femme, je me dis, il faut arrêter de... Voilà. Ou alors, je suis vraiment folle, puisqu'on en parle, et que même sur ça, j'ai peut-être un regard qui n'est pas le regard de la majorité, et donc, voilà. Ouais, je revendique ça. Mais de nouveau, moi, je suis une amie des hommes, autant que des femmes. Et moi, je suis ravie qu'il y ait des hommes, je suis ravie qu'il y ait des hommes qui me tiennent une porte, je suis ravie qu'il y ait un homme qui m'aide à prendre mon bagage, aller à Paris, ma valise était lourde, j'ai demandé à un monsieur de m'aider, enfin, je trouve ça, il est descendu du train avant moi, il avait déjà descendu ma valise. Je trouve ça merveilleux. J'aide aussi des femmes, moi, si je vois des personnes âgées ou des femmes qui doivent porter, donc c'est aussi entre femmes, il y a la sororité à laquelle je crois. Mais alors cette volonté d'exclure l'homme, moi je suis pour l'inclusion et j'ai beaucoup travaillé il y a 25 ans sur l'écriture inclusive et épicène à l'époque, mais j'ai toujours insisté pour l'inclusion. Après, j'ai beaucoup été dans les milieux queer, trans, mais quand j'étais ado, 15-16 ans, alors à l'époque, voilà, je suis une grande fan d'Almodóvar, de la Movida. Et bien évidemment que j'ai vécu avec ces gens-là. Maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on parle de trans quand on parle d'un problème d'une femme. Pour moi, ce n'est pas le même problème. Donc, les trans, ils ont leurs problèmes, puis ils les gèrent. Et puis, les femmes, on a d'autres problèmes. Puis, les hommes de 50 ans blancs ont les leurs. Et ce que j'ai envie, c'est qu'on soit à l'écoute de la différence. Et je ne suis absolument pas pour l'égalité. Parce que j'ai vu le communisme et j'ai dit jamais de la vie. Parce que quand je vais voir un concert ou surtout un ballet, et que je dois faire 15 minutes de queue pour aller faire pipi, et que je n'ai pas le temps de boire ma coupe de champagne, je me dis, l'égalité, c'est qu'on pose 25 toilettes de plus chez les femmes. C'est ça. Donc, en fait, s'il y a une égalité, c'est pas de dire l'homme, la femme, c'est quels sont les besoins des femmes et quels sont les besoins des hommes. Les hommes, ils n'ont peut-être pas besoin d'avoir 300 toilettes, mais ils ont d'autres besoins et je pense que de nos jours, tous ces hommes qu'on accuse de toutes les choses les plus horribles, moi j'invite à aller voir le film, qui est un vieux film, Somewhere, je crois que c'est Sofia Coppola, qui est derrière, je ne suis pas réalisatrice, je ne sais pas très bien, que j'ai vu par hasard, on va dire, il y a quelques jours. Et cet homme, bel homme, acteur, qui est dans la drogue parce qu'il n'a plus envie de rien, même d'avoir une relation intime avec une femme, et qui, à chaque fois qu'une femme le voit, elle se dévoile, elle se met à nu, elle a envie d'être dans le lit avec lui, c'est ça aussi. Donc, il faut qu'on arrête de nous dire que nous sommes toutes des saintes ni touches et que tous les hommes nous ont tous violés. Ce qui n'enlève pas les choses horribles qui arrivent. Mais ce qui est important, c'est de ne pas en faire, de ne voir de poser qu'une lumière. Je pense qu'en Iran, il y a aussi plein d'hommes qui sont des réfugiés politiques et qui jouent leur vie constamment, parce qu'il y a des hommes qui défendent ces femmes-là. Derrière ma question un peu provocatrice, il y avait l'Iranien qui a commis ça et je m'interrogeais sur ce qui l'avait conduit à ça, indépendamment qu'il soit musulman, etc. Moi, dans le signifiant de cette histoire, ce qui m'a interpellé, c'est le mot iranien à cause de ce qui se passait en Iran. Mais peut-être que là, on est à côté de la plaque. Ma dernière question, alors, c'est une question qu'une femme que j'estime beaucoup m'a posée ce dimanche lorsqu'elle est venue manger à mon domicile. Elle a dit, est-ce qu'il faut expliquer aux enfants que la justice distributive n'existe pas? En gros, ce caricature, la justice, l'égalité, tout ça n'existe pas. Est-ce qu'il faut expliquer ça aux enfants? Moi, je pense qu'aux enfants, il ne faut rien expliquer, déjà. Plus on explique aux enfants, plus on s'éloigne de l'enfant qui est en nous et de l'enfant. Je pense que l'enfant, il a des capacités d'aller comprendre, de prendre avec soi des choses qui vont au-delà et qui peuvent être plus captées, donc des choses impalpables, invisibles, indéchiffrables. Parce que l'enfant est une éponge, il est là pour apprendre.
Donc, on n'a pas besoin de s'adresser à lui pour le formater, en fait. Au contraire, l'inviter à aller découvrir des choses, à lui raconter des histoires. Donc, c'est le réel qui doit lui apprendre la réponse à cette question. Je pense que pour moi, il n'y a pas de réponse. En fait, en tout cas, j'en aurais pas une. Parce que, comme je dis toujours, il y a toujours 2 versants, ou 3, ou 10 000. Enfin, c'est des facettes. Il y aura des moments dans la vie où cela fait sens, puis d'autres, on dira, mais cette justice n'était pas juste. Ou d'autres, on dira, mais heureusement qu'il y avait une justice. Imparfaite, certes, puisque humaine, mais justice quand même. Et puis, voilà. En tout cas, je suis très content que ce 50e numéro de MPCM soit passé avec Maëlle. Donc, je termine toujours en disant merci pour ce moment. Merci beaucoup pour cette invitation.